Bonsoir à tous. Bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Tout de suite, les titres pour ce soir. La ministre des Affaires étrangères du Canada a été reçue aujourd'hui par le vice-président ivoirien Thiemoko Meïlie Koné. Elle a fait le point de sa visite de travail de 48 heures en Côte d'Ivoire. Des questions bilatérales d'intérêt commun ont été évoquées. Mélanie Joly a réaffirmé l'engagement profond de son pays envers la francophonie. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, prend sur le sol américain part au 11e Forum international des leaders. Une rencontre de premier plan qui se fixe pour objectif de contribuer au renforcement des démocraties à travers le monde. Le forum est piloté par le National Democratic Institute. De nouvelles contaminations de variole du singe ont été enregistrées par les services sanitaires ivoiriens. L'Institut national d'hygiène publique annonce 28 cas, dont un décès à la date du 20 août. Les malades sont repartis aussi bien dans le district d'Abidjan que dans les villes de l'intérieur. Et puis, le dossier EcoPlus de ce 20h s'intéresse aux infrastructures aéroportuaires, précisément les aéroports de Korogo et de San Pedro, rénovés à la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations, aujourd'hui principaux atouts du transport aérien local. Bienvenue, merci de vous informer sur RTI 1 ce mardi 20 août. Démarrons avec cette rencontre de la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, reçue aujourd'hui par le vice-président Thiemoko Meïlie Koné. Leurs échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, la situation sécuritaire au Sahel et son impact sur l'ensemble de la région ouest africaine. Alexis Ouedraogo. La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, était à Abidjan depuis 48 heures. Ce mardi, elle a été reçue par le vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Koné, pour faire le point de son séjour. J'ai entamé cette tournée en Afrique en commençant par la Côte d'Ivoire. Alors, ça démontre à quel point, pour le Canada, la Côte d'Ivoire est un pays ami et un pays avec lequel on veut approfondir nos liens. Vous savez, le Canada est dans une relation de sincérité avec la Côte d'Ivoire et avec l'Afrique. Nous n'avons pas d'agenda caché. Nous n'avons pas de passé colonial ici en Afrique, ni en Côte d'Ivoire, bien entendu. Nous avons un passé colonial au sein de notre pays et nous travaillons très fort tous les jours dans un processus de réconciliation. Mais voilà pourquoi nous pensons que nous pouvons avoir un impact positif autant pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique, mais aussi qu'on peut apprendre des Ivoiriens et des Africains. Les relations bilatérales entre le Canada et la Côte d'Ivoire sont au beau fixe. Les deux pays ont établi des relations diplomatiques en 1962 et sont partenaires au sein de la francophonie. J'ai eu l'occasion de travailler et de rencontrer le ministre de la Santé. On a annoncé plus d'investissements du Canada en matière de vaccination pour contrer le paludisme, la COVID-19. Donc, on a remis les clés de 15 véhicules réfrigérés qui vont permettre le transport de vaccins partout à travers la Côte d'Ivoire. J'ai également eu l'occasion de signer avec mon collègue un nouveau partenariat de coopération commerciale parce qu'on veut davantage investir ici et permettre les investissements ivoiriens aussi et les talents au Canada. Et finalement, j'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre de la Défense et on a parlé beaucoup de paix et de sécurité dans la région du Sahel. Comment on peut s'assurer de prévenir les conflits, mais également de ramener la paix et la sécurité dans la région. Ça m'a fait plaisir de découvrir le peuple ivoirien, son hospitalité. Et puis, sincèrement, je peux vous dire que vous avez un pays extraordinaire et j'ai bien hâte d'y retourner. Le Canada, qui soutient la réponse de l'OMS à l'épidémie de la variole du singe en Afrique par une contribution d'environ 1 milliard de francs CFA, vient d'annoncer une contribution supplémentaire d'environ 500 millions de francs CFA. Au cours de cette visite de travail de 48 heures en terre ivoirienne, la ministre canadienne des Affaires étrangères a également été reçue par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Entre autres sujets au centre des échanges, l'actualité géopolitique et la sécurité dans la sous-région. Amadou Ouattara et Zakaria Traoré. Cabinet du ministre d'État, ministre de la Défense, Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada, est reçue par Téné Birahima Ouattara. L'hôte du jour rend public quelques points de cette visite de travail. Au moment même où nous travaillons sur une nouvelle stratégie
pour l'Afrique. Avec vous, ce que j'espère pouvoir parler davantage, c'est toutes les questions liées à la sécurité, bien entendu, ici en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la région, et aborder la réalité géopolitique. Le ministre d'État, ministre de la Défense, est sensible à la considération et à la marque de respect que le Canada accorde à la Côte d'Ivoire. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Canada sont des relations qui sont très anciennes et je pense que ce sont des relations qui sont fructueuses, que nous saluons, que nous avons donc le devoir en ce qui nous concerne de renforcer. Nous avons beaucoup à apprendre du Canada et nous nous inscrivons dans cette dynamique. Je peux vous dire que la volonté y est, l'écoute est de votre côté aussi. Nous sommes très sensibles à tout le soutien que vous apportez à la Côte d'Ivoire. L'entretien s'est soldé par une remise de 500 kits de premiers secours, un don du Canada destiné à l'armée ivoirienne. Et après ce séjour de 48 heures en terre ivoirienne, la ministre canadienne des Affaires étrangères est attendue en Afrique du Sud les 21 et 22 août. Une semaine après le tragique accident de la route qui a coûté la vie à 2 élèves ivoiriens au Ghana, le gouvernement continue d'apporter son soutien aux familles endeuillées. Après la famille Aboya la semaine dernière, le Premier ministre s'est rendu ce mardi chez la famille Kwasi, durement éprouvée par la perte de sa fille. Le point de cette visite avec Aboulaye Koné. C'est la gorge nouée par la douleur que la famille Kwasi a reçue ce mardi. La visite du chef du gouvernement, elle s'est fendue de remerciements aux autorités. Il ne peut pas avoir plus grand soutien que de voir le Premier ministre se déplacer pour nous. Et ça nous marque et on restera gravé à cet événement malgré les difficultés. Et on remercie encore une fois l'État de Côte d'Ivoire par le truchement de son Excellence, le Président de la République, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana. Cette solidarité ne nous a pas manqué. Quelques instants plus tôt, le Premier ministre et sa délégation avaient présenté toute son affection et son soutien à la famille éplorée. Le chef de l'État a été bouleversé en apprenant cette nouvelle. Le vice-président s'est joint à nous pour saluer avec beaucoup de respect toute la famille et confier l'âme de notre fille à l'Éternel. Nous tenons particulièrement à remercier le gouvernement ghanéen qui, à l'avènement de cette situation, a déployé tous les moyens possibles pour aider nos enfants, en complément de tout ce que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de faire. Que le Seigneur bénisse les âmes de nos enfants, que le Seigneur soutienne la famille. Pour rappel, un bus transportant une trentaine d'enfants en compagnie de leurs encadreurs pour un séjour linguistique organisé par un établissement scolaire privé au Ghana a fait un accident de la circulation à Cape Coast. Le bilan a fait état de 2 morts et 11 blessés. On va se rendre maintenant à Chicago, aux États-Unis d'Amérique, pour l'ouverture du 11e Forum international des leaders. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, prend part à cette rencontre internationale organisée par le NDI, le National Democratic Institute. Elle se fixe pour objectif de contribuer au renforcement des démocraties à travers le monde. Herman Kivé. Réception d'ouverture officielle de l'ILF, l'International Leaders Forum, le forum international des dirigeants à Chicago, dans l'Illinois. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Du 19 au 22 août, la ville de Chicago, parée aux couleurs des démocrates, accueille cet important événement qui rassemble des dirigeants venus du monde entier. En prélude à l'événement, cette soirée de réception à laquelle prend part Kandia Camara, la présidente du Sénat. Au nom de la Côte d'Ivoire, elle conduit la délégation ivoirienne. Tom Daschle, président du conseil d'administration du NDI, prend la parole. Le sénateur Daschle est le fondateur et PDG du groupe Daschle, un cabinet de conseil en politique publique de Baker Donelson. Il ne manque pas de souhaiter la bienvenue à ces dirigeants venus des 4 coins du monde, les renseignant sur les enjeux de cette rencontre. Puis c'est au tour de David Axelrod, éminent stratège et commentateur politique américain, ancien stratège
en chef et conseiller principal de l'ex-président américain Barack Obama d'intervenir. David Axelrod figure au nombre des consultants qui interviendront au cours de ces rencontres. Le but de ce forum est de promouvoir la démocratie par l'observation et la réflexion et le dialogue. La réception organisée vise de permettre à ces dirigeants venus des 4 coins du monde, chefs d'entreprise, universitaires, journalistes et experts politiques, de nouer des contacts, d'échanger leurs opinions pour le triomphe de la démocratie à travers le monde. Opportunité saisie par la présidente du Sénat, Kantia Camara, pour échanger avec des responsables actuels et anciens de plusieurs gouvernements. Ici, avec l'ancien Premier ministre de la République de Guinée, Cellou Dalein Diallo. Le programme de l'ILF 2024 sera composé d'intervenants divers, offrant des perspectives reflétant les 2 principaux partis politiques de la campagne électorale américaine. Les participants à ce forum se retirent ensuite pour rejoindre les bus affrétés par les États-Unis afin de les mener au United Center où se déroule dans le même temps la Convention nationale démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre 2024. Ils pourront suivre en direct le déroulement de ce moment important dans la course à la Maison-Blanche. La coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis se matérialise également ici, sur le sol ivoirien. Ce mardi, la Commission électorale indépendante a accueilli une délégation de l'ambassade des États-Unis. La rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'élection de 2025. Les 2 institutions ont échangé sur les bonnes pratiques afin de garantir des élections pacifiques. Sidonie Davila. Les États-Unis sont déterminés à accompagner la Côte d'Ivoire dans l'organisation des élections de 2025. Au siège de la Commission électorale indépendante, l'ambassadrice Jessica Davis-Ba et sa délégation ont échangé avec le président de la CEI sur les meilleures pratiques électorales. Nous avons parlé de comment les États-Unis peuvent accompagner la Côte d'Ivoire, comme nous avons fait dans les élections passées. Alors je suis très reconnaissant et je remercie énormément le président ici de la commission de nous avoir reçus et d'avoir partagé le programme de la préparation et les différents déroulés de comment est-ce que les élections ici vont se tenir en Côte d'Ivoire. Et il faut dire aussi que c'est aussi un moyen pour nous encourager parce que vous savez comme aux États-Unis aussi nous préparons les élections très bientôt et pour nous venir ici s'imprégner aussi de comment est-ce que les choses se passent ici est un point très important pour nous et pour notre pays. Le président de la CEI s'est félicité de l'implication des partenaires internationaux comme les États-Unis. Notre rencontre va consister à échanger sur des points qui vont nous éclairer pour la suite de nos différentes opérations électorales, notamment au niveau de la sensibilisation, au niveau de la formation des acteurs politiques et de tous les électeurs. Nous avons, je peux dire, eu une bonne séance de travail qui augure un lendemain meilleur. À travers ce partenariat, la Côte d'Ivoire et les États-Unis réaffirment leur volonté de travailler main dans la main pour assurer un processus électoral pacifique et crédible en Côte d'Ivoire. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Samson Kambilé, a été fait commandeur dans l'ordre du mérite de l'agriculture. Il est récompensé pour ses initiatives qui contribuent au développement du secteur agricole à travers notamment des textes de loi. Moussa Konaté. Nous vous élevons au grade de commandeur. Jean-Samson Kambilé fait commandeur dans l'ordre du mérite de l'agriculture. Le garde des Sceaux reçoit une médaille en guise de reconnaissance pour sa contribution au rayonnement du secteur agricole. Aujourd'hui, tout ce que la justice fait comme travail profite au monde agricole. Et nous voyons l'impact des différents tests qui sont pris, l'impact positif. Donc, c'est un acteur clé du monde agricole et c'est vraiment méritant que le département ministériel qui est l'agriculture soit reconnaissant en cette personnalité. C'est à ce titre-là que cette décoration lui est décernée aujourd'hui. Après avoir reçu l'insigne et le parchemin de cette distinction, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme exprime sa gratitude. Cette décoration m'apporte beaucoup de joie. Je puis vous rassurer sur le fait que je ferai en sorte de mériter ce grade de commandeur dans l'ordre du mérite agricole en m'adonnant très rapidement à l'agriculture. L'ordre du mérite de l'agriculture est institué depuis 1963. Il récompense les personnalités engagées pour le développement du secteur agricole.
Le guichet unique du commerce extérieur ouvre la version mobile de sa plateforme. Il s'agit de mobiliser tous les moyens permettant de réduire les délais de délivrance des différentes formalités dans le système d'importation, d'exportation et de transit. L'application mobile est désormais accessible et fonctionnelle. Alexis Ouedraogo. Le guichet unique du commerce extérieur est un système intégré et centralisé qui facilite les échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire. Il simplifie et harmonise les procédures douanières et administratives liées au commerce extérieur. Dans le souci de renforcer la simplicité et l'accélérité du processus de dédouanement, le guichet a développé une application dénommée Gus Mobile, dont la présentation a été faite à Abidjan. Cette application en fait a été développée à la de nos acteurs. Tout simplement parce qu'ils nous disaient, nous sommes censés recevoir des notifications de votre plateforme, mais comme nous ne sommes pas devant notre ordinateur, nous ne savons pas qu'il y a des notifications. Donc c'est important de pouvoir les recevoir en temps réel. C'est pour répondre principalement à ce besoin que nous avons mis en place l'application mobile. Le Gus Mobile, conformément à la volonté du gouvernement, va réduire les délais, les coûts et les formalités pour les entreprises impliquées dans les activités d'importation, d'exportation et de transit. En mettant à leur disposition une solution permettant de suivre les opérations commerciales depuis leurs appareils mobiles et assurant ainsi une plus grande transparence dans leurs transactions. Cette application contribuera à n'en point douter au renforcement de la célérité et du suivi des opérations commerciales initiées depuis la plateforme du GUS. Disponible sur les périphériques mobiles, il est destiné à l'usage de toute personne disposant d'un compte du guichet unique du commerce extérieur ivoirien. Les aéroports de Korogo et de San Pedro ont été rénovés à la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils concourent aujourd'hui à un regain de dynamisme au point de vue économique et culturel. Le principal défi face à cet investissement reste l'entretien et la gestion efficiente de ces infrastructures aéroportuaires. Le dossier EcoPlus de ce 20h nous conduit au cœur des aéroports de Korogo et de San Pedro, devenus les principaux atouts du transport aérien local. Il est signé Jean-Luc Bangbo. Un nuage de fumée se dégageant d'un aéronef en proie aux flammes sur le tarmac de l'aéroport de Korogo. Des pompiers qui s'affairent pour sortir des blessés et leur apporter les premiers soins. Un peu plus loin, dans une salle aménagée, un comité de crise. Le deuxième communiqué de presse, nous l'avons rendu à 11h, qui faisait état du nombre de victimes et de blessés. Des parents de victimes en détresse. Il s'agit en réalité d'un exercice général de simulation de gestion des crises en sécurité et sûreté à l'aéroport de Korogo. Nous organisons cet exercice pour démontrer à l'ensemble des aéroports de l'aéroport de Korogo que cet aéroport est prêt, tant au niveau des infrastructures, des équipements aéroportuaires et des dispositions opérationnelles pour donc accueillir, n'est-ce pas, les vols et de gérer, n'est-ce pas, toute situation de crise. 2 mois après son inauguration, c'est un aéroport sûr de ses forces qui accueille désormais ses voyageurs. Des voyageurs qui ne manquent pas de superlatifs pour qualifier la métamorphose de l'aéroport de Korogo. Avant, c'était, on va dire, une petite salle. Et quand on arrivait, on était tous confinés. Donc, on attendait les valises et tout. Mais là, on a tout un service. On a l'impression qu'on est à Abidjan. Cet aéroport qu'ils ont ouvert tout récemment, en tout cas, facilite. Et aussi, c'est beau. En plus de ça, le cadre, vous voyez vous-même, le cadre est bien fait. Les agents sont disponibles, tout le monde est là. Un aérogare d'une capacité de 150 000 passagers l'an, un circuit départ et arrivée aux normes de l'OACI, mais surtout une piste prolongée à 2000 mètres et une aire de stationnement des avions pouvant recevoir jusqu'à 5 avions de type Q400 en lieu et place de 2 auparavant. Des restaurants et commerces, voici le nouveau visage de l'aéroport de Korogo. Une infrastructure qui, avec le stade Amadou Gon Coulibaly, a permis à la capitale du Poro de réussir notamment l'organisation de la dernière CAN de football. J'ai eu l'occasion de recevoir pendant la CAN et avant la CAN toutes les équipes qui sont passées par ici. Je parlais avec un Sud-Africain qui est arrivé pendant la CAN, un gars du staff technique de la Fédération sud-africaine de football. Il m'a dit qu'on leur demandait qu'ils venaient jouer à Korogo, ils ont pensé qu'ils venaient dans un village. Ils sont venus avec 2 gros porteurs, les 2 gros porteurs ont atterri ici.
Il m'a dit vraiment l'aéroport est beau, c'est juste un peu petit. La rénovation de l'aéroport de Korogo s'inscrit dans un vaste programme de réhabilitation, de rénovation, d'extension et de nouvelles constructions engagé en 2019 et qui s'étend aux aéroports de Bouaké, Séguéla, Kong et San Pedro pour un marché initial de 93 milliards de francs CFA. San Pedro, justement, l'aéroport s'apprête à accueillir son vol quotidien. Dans leur cabine de la tour de contrôle, Auguste et Ibrahim, les contrôleurs aériens, sont en communication avec le pilote. Tango for Charlie San Pedro Tower, runway to 1 wind, 220 degrees 8 knots, clear for takeoff. Eux également mesurent l'impact de la rénovation de l'aéroport sur leur travail. Les infrastructures sont bienvenues parce qu'elles contribuent à une fluidité du trafic. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour la sécurité des personnes et du matériel transport, qui transporte ces gens-là. Donc, plus l'aéroport est équipé en matériel, mieux la gestion est efficiente et efficace. En contrebas, voyageurs et accompagnateurs patientent. Depuis qu'ils ont tout rénové, effectivement, on est beaucoup mieux. Et bon, aucun problème pour enregistrer, pour décoller, les horaires sont maintenus. Non, pour moi, il n'y a pas de problème. Toute cette transformation à l'aéroport de San Pedro a coûté un peu plus de 14 milliards de francs CFA. Une œuvre conçue et réalisée par l'entreprise Ebomaf, spécialisée dans le BTP. Il y a d'abord la rénovation de la piste, qui était un peu défectueuse, tout a été refait, et l'aérogare aussi. Mais vraiment, l'État a consenti beaucoup de moyens, beaucoup de sacrifices pour pouvoir mettre en place un futur dans un temps record. San Pedro étant le deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire, il était nécessaire de se doter de ces genres d'infrastructures-là pour pouvoir accueillir tous les grands opérateurs économiques qui viennent faire des affaires à San Pedro. Pour la Sodexam, en charge de la gestion de ces deux plateformes, le principal défi est la capitalisation de ces investissements, tout en veillant à la préservation et à la pérennisation des acquis. Nous avons noté l'impact positif de ces investissements consentis par l'État de Côte d'Ivoire, puisque par rapport à l'année précédente, nous avons une hausse de trafic sur ces deux plateformes de l'ordre de 20%. Donc nous avons investi massivement dans la formation, le recyclage de nos agents. Par la suite, ces nouvelles aérogares viennent avec des équipements nouveaux performants. Et dans ce cadre-là, nos agents ont bénéficié de formation pour s'approprier le fonctionnement de ces nouveaux outils. Et enfin, une politique de maintenance existe à la Sodexam depuis de nombreuses années. Cette politique était adaptée pour tenir compte des nouvelles infrastructures dont nous assurons la gestion. Développement du transport aérien, mais également amélioration de l'accessibilité des régions et villes, pôles économiques régionaux. C'est l'autre pendant de cet investissement dans ces infrastructures aéroportuaires. Un dynamisme impulsé à ces régions, désormais accessibles en 1 heure depuis la capitale économique. Les aéroports de San Pedro et Korogo, les ailes du transport aérien local, un dossier EcoPlus qui nous a plongé au cœur de ces infrastructures dans 2 régions importantes de la Côte d'Ivoire. Dans le domaine de la santé, de nouvelles contaminations de variole du singe ont été enregistrées par les services sanitaires ivoiriens. L'Institut national d'hygiène publique annonce 28 cas, dont un décès à la date de ce 20 août. Didier Nguesson. La variole du singe gagne du terrain. Le foyer épidémique de la maladie demeure le district d'Abidjan. Les villes de l'intérieur ne sont pas non plus épargnées. L'Institut national d'hygiène publique, INHP, dresse le bilan à la date du 20 août. Depuis la détection du premier cas au début du mois de juillet à Tabou, d'autres cas ont été observés aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Nous sommes aujourd'hui à 28 cas confirmés, dont un décès. Un bilan qui s'alourdit. Cependant, au nombre des contaminations, aucune ne concerne la nouvelle souche plus contagieuse et plus mortelle découverte en République démocratique du Congo. C'est la préoccupation actuelle pour tous les pays. Dans notre pays, pour l'instant, la souche qui a fait l'objet d'analyse au laboratoire, nous n'avons pas encore identifié le variant qui a été observé en RDC. Pour nous, jusqu'à présent, c'est le clade de l'Afrique de l'Ouest qui circule chez nous. Le risque d'expansion de cette nouvelle souche dans d'autres pays, notamment en Côte d'Ivoire, est-il à craindre? L'Organisation mondiale de la santé se prononce. C'est bon de savoir qu'anciennement, ce qui était endémique en Afrique, c'est le clade 1, qui avait donc une mortalité relativement importante, qui allait jusqu'à 10%. Et puis,
il y a le clade 2 qui est moins virulent. On s'est aperçu qu'il y a eu le clade 1B, c'est-à-dire l'apparition de ce variant qui a tendance à se propager rapidement. Donc il y a véritablement à craindre. Comme pour la Covid-19, l'OMS a appuyé le ministère de la Santé via un protocole de prévention et de contenance de la variole du singe. Il faut que les communautés soient informées, n'est-ce pas, qu'il y a des mesures simples comme se laver les mains, éviter de s'approcher des personnes qui présentent des symptômes. Il faut non seulement que, on mette en place des mesures pour prendre en charge les cas, mais faire en sorte, c'est très important, de protéger le personnel soignant. Sur les questions de déplacement et de voyages internationaux, l'OMS recommande que pour l'instant, les pays mettent l'accent sur l'information des voyageurs et que des personnes qui présentent des symptômes prennent des mesures, n'est-ce pas, minimum pour ne pas propager la maladie. Pour prévenir les cas de contamination, le ministère des Eaux et Forêts invite la population à s'abstenir de domestiquer les animaux sauvages. Il rappelle que les contrevenants s'exposent à des peines allant de 5 à 20 ans d'emprisonnement et à une amende de 5 à 100 millions de francs CFA. Dans l'enseignement technique et professionnel, 92 formateurs et encadreurs pédagogiques bénéficient d'une formation de 4 mois en Chine. C'est la deuxième cohorte pour le projet AVIC. Ces formateurs seront outillés dans 8 spécialités, dont la mécanique générale, la chaudronnerie, la soudure ou encore l'élevage. Ils ont été reçus par le ministre de tutelle, Kofi Nguessan. Le reportage est signé Issa Yeo et Khalil Diomandi. 92 formateurs et encadreurs pédagogiques du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, sélectionnés pour une formation en Chine. Durant 4 mois, leurs capacités seront renforcées dans divers modules. Mécanique générale, conducteur d'engins des travaux publics, élevage, agriculture, machiniste agricole et chaudronnerie chaude. La formation nous permet de mettre à jour les compétences et les habiletés de nos apprenants pour faire d'eux des ressources de qualité dont a besoin le pays pour son développement. Ce programme de renforcement de capacité s'inscrit dans le cadre du projet AVIC pour la construction et l'équipement de 7 nouveaux établissements de formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Les 7 établissements délivreront des formations dans 15 filières. Ce sont des filières très techniques dont les apprentissages sont basés sur l'utilisation d'équipements technologiques de dernière génération. Afin que les formations qui seront dispensées dans nos établissements soient de bonne qualité, il est indispensable que les enseignants, futurs utilisateurs de ces équipements, se familiarisent avec ces nouvelles technologies et aussi renforcent significativement leurs capacités respectives. En 2023, 91 formateurs et encadreurs pédagogiques ont également bénéficié de ce programme, portant donc à 183 le nombre total d'auditeurs. Prenons la direction de Kombolokura dans la région du Poro. La mutuelle pour le développement de la sous-préfecture accentue ses actions en faveur de l'excellence. Elle vient de récompenser les meilleurs élèves et aussi les meilleurs enseignants pour l'année scolaire écoulée. Franck Adio. Ils ont semé l'effort, ils récoltent l'excellence. Ces champions sont du collège moderne et des établissements primaires de la sous-préfecture de Kombolokura dans le département de Korogo. Les meilleurs élèves reçoivent leur parchemin au nombre de 50. Ces élèves et même des enseignants se sont distingués par leur mérite, mais surtout pour leur contribution à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Amadou Koulibaly, député des sous-préfectures de Lata, Sowo, Koni, Kombolokura, nourrit de grandes ambitions pour son département. Il encourage l'initiative qui cadre avec sa vision, celle de rehausser le niveau de l'enseignement. Je veux d'abord dire merci à la mutuelle pour cette initiative qui a été prise de célébrer l'excellence afin de pouvoir donc susciter l'émulation. Je veux saluer tous les cadres. Je veux saluer leur union, leur entente, parce que sans entente, sans union, rien n'est possible. Viser l'excellence, c'est commencer par prendre conscience et admettre ses limites. Outre cette cérémonie de distinction, Amadou Koulibaly a fait don de matériel informatique et de numéraire à l'établissement secondaire, puis à l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de la localité.
Ils ont été aussi exhortés à cultiver l'excellence. 130 000 candidats composent depuis ce matin au concours d'entrée à l'INFAS, l'Institut national de formation des agents de santé. 10 000 places prévues pour la formation au métier d'infirmier, sage-femme, maïeuticien, auxiliaire de santé et secrétaire médical. Le ministre de la Santé, Pierre Dimba, a procédé à l'ouverture des épreuves écrites. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a officiellement installé le 19 août une commission chargée de renégocier les contrats signés avec des entreprises étrangères dans les secteurs stratégiques. Il rappelle qu'une plus grande transparence et un rééquilibrage des contrats signés par l'État est un combat de longue date. Ousmane Sonko précise, et je cite, « En tant que parti politique d'opposition, nous avions eu à regretter et à dénoncer vigoureusement la manière dont les accords et conventions étaient conclus au détriment, la plupart du temps, des intérêts stratégiques du Sénégal et de son peuple. » Fin de citation. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, retrouvez sur RTI 1 Entretien avec, qui reçoit la ministre des Affaires étrangères du Canada en visite de travail en Côte d'Ivoire. Excellente fin de soirée et à demain.